Dans ce projet-là, donc, j'ai tenté de pousser dans les limites les contributions de l'anthropologie dans une méthodologie qui est adaptée à une problématique qui n'est pas définie par nous, qui est définie par des intervenants et qui doit leur donner du matériel. Alors, ça aboutit à la publication d'un rapport de recherche où j'exposais un peu la méthodologie plus en détail, mais on donnait aussi les résultats de cette recherche-là, c'est-à-dire il y avait un genre de dictionnaire à la fin, un dictionnaire des charges symboliques de toute une liste d'aliments. Et on disait aux intervenants, aux nutritionnistes en santé communautaire, bien, écoutez, si vous voulez intervenir, bien, soyez consciente de ça. En même temps, bon, bien, qu'est-ce que c'est que la notion de repas? On interrogeait les gens sur la notion de repas aussi. Et c'est assez spécial. C'est là qu'on voit que beaucoup de gens ne déjeunent pas, que les repas, évidemment... Et là, on parle déjà de la fin des années 80, donc il y a près de 30 ans. Et déjà, les repas en famille étaient quelque chose, même en milieu défavorisé, était quelque chose qui disparaissait. Et les enfants mangeaient au retour de l'école, les parents plus tard, souvent le conjoint après la mère, enfin bon, bref. Alors, le moment de convivialité qui est autour du repas, qui est tout ça un incitatif à préparer des meilleurs repas, puis etc., bon, c'était plus là, quoi. L'alimentation devient plus un moment, une job fonctionnel, hein, une tâche à faire 3 fois par jour ou 2 fois par jour, mais voilà. Alors, là, comme anthropologue aussi, il faut ramer. Parce qu'on est avec des nutritionnistes qui sont beaucoup plus formés aux méthodes quantitatives et qui se demandent bien qu'est-ce qu'on va donner. Mais là, dans ce cas-là, ils étaient ravis parce que là, ils avaient vraiment du matériel. Il y avait de quoi, il y avait de la chair sur l'os à ronger pour, parce que leur but, c'était de faire des films, des diaporamas ou élaborer des dépliants qu'ils pouvaient donner pour faire de la promotion d'une saine alimentation. Et on avait donc beaucoup de matériel qui pouvait être utilisé à ce moment-là. Mais, et là, c'était aussi, c'est toujours extrêmement important dans le domaine de la santé, les recherches évaluatives. Et ça soulève aussi tout un autre aspect, un autre volet de l'importance pour les anthropologues d'avoir une bonne formation en méthodologie quantitative. Parce que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour être capable de défendre les méthodologies qualitatives, il faut être capable de les positionner par rapport aux méthodes quantitatives qui sont proposées. Que ce soit des devis d'évaluation, des devis expérimentaux avec groupe contrôle, groupe expérimental, groupe témoin, tout ça, avec des mesures. Il faut être en mesure de bien mettre en évidence les limites de ces devis-là. Et non pas de se contenter de dire, bien, ça ne vaut rien. Je veux dire, parce que, non, dans certains cas, ça vaut quelque chose, sauf qu'il y a une utilisation abusive qui en est faite. Mais alors, puis il faut être en mesure à ce moment-là de dire et d'être en mesure de répondre quelque chose de plus constructif que de dire, bon, on va faire du terrain. Souvent, pour les anthropologues, c'est quoi votre méthode? On fait du terrain. Le terrain, ce n'est pas une méthode. C'est une approche, c'est une philosophie de la recherche. On observe. Mais sur le terrain, on fait quoi? Hein, on fait quoi? On peut faire toutes sortes de choses sur le terrain. On peut faire des entrevues individuelles, on peut faire des entrevues de groupe, on peut faire des observations, on peut faire des récits de vie, on peut analyser du matériel filmé, on peut analyser des journaux sur le terrain, des émissions de télé, des discours de prédicateurs, enfin, plein de choses qu'on peut faire. Et là, on a un matériel textuel, on fait quoi avec? Comment on traite ces données-là? C'est quoi une analyse de contenu? C'est quoi la théorisation ancrée? Quelle est l'utilisation possible des logiciels qui sont mis à notre disponibilité depuis une vingtaine d'années pour le faire? Et ça, donc, pour être capable de les défendre, ces méthodologies-là, dans un milieu de travail où les méthodes qualitatives ne sont pas, mettons, le premier choix de personne, elles ont mauvaise presse déjà au départ, bien, il faut donc être capable de tenir ces deux discours-là. C'est-à-dire, il faut être capable de tenir un discours structuré et en connaissance de cause des méthodes qualitatives. Et il faut évidemment connaître les forces, mais aussi beaucoup les limites des méthodes quantitatives qui sont proposées comme alternatives. Mais je dirais aussi, et ça c'est la base de n'importe quelle approche qualitative aussi, bien, ça prend une bonne dose d'imagination. Parce qu'en recherche qualitative, des méthodologies toutes faites, des questionnaires tout faits, des approches toutes faites, l'exemple que je donnais tantôt de l'approche de la triade, ou de l'idée d'avoir demandé aux gens de reconstituer le menu idéal d'une journée en nommant tous les aliments qu'ils mettraient dans cette journée-là, considérant qu'ils n'ont aucune limite de temps ni d'argent, etc.
Bien, il faut simplement y penser. Ça n'existe pas dans aucun manuel de méthodologie, tout ça. Alors, la créativité est beaucoup plus exigeante, finalement, en méthode qualitative que quantitative. Mais donc, la recherche évaluative, elle est omniprésente en santé publique, mais aussi dans tout notre système de santé, parce que théoriquement, tous les nouveaux programmes qui sont mis sur pied doivent faire l'objet d'une évaluation. C'est plus ou moins, malheureusement, mis en pratique, là. Il y a plusieurs programmes qui mériteraient d'être revus et corrigés, mais enfin. Mais il y en avait un autre en particulier sur lequel j'avais travaillé parmi plusieurs autres, qui était l'évaluation de la mise en œuvre d'un carnet de médicaments pour les personnes âgées. L'idée, c'est qu'on avait élaboré un carnet de médicaments, un carnet physique, là, dans lequel les personnes âgées pouvaient inscrire les médicaments qu'ils consommaient. Et que, qu'ils soient à domicile ou qu'ils soient dans une résidence pour personnes âgées, à chaque fois que le médecin passait ou que l'infirmière modifiait une prescription, elle devait l'inscrire dans le carnet. Si le médecin prescrivait un nouvel médicament, le médecin devait l'inscrire aussi. Même chose pour le pharmacien. De sorte que la personne âgée avait toujours en main. Maintenant, on pourrait disposer d'outils informatisés pour le faire, mais à la fin des années 80, ce n'était pas tout à fait le cas. Et donc, il fallait tester l'efficacité de ce carnet-là, tester l'efficacité de la stratégie d'implantation de cette intervention-là dans des quartiers. Alors, essayer d'évaluer dans quelle mesure les personnes âgées étaient d'accord pour l'utiliser et dans quelle mesure les pharmaciens, les médecins, les infirmières étaient d'accord aussi pour le mettre à jour, ce carnet-là. S'il n'est pas à jour, il ne donne pas grand-chose. Alors, on a testé ça. Et, encore là, c'était une intervention assez intéressante là, que des pharmaciens de santé publique avaient proposée, mais où là, les méthodes qualitatives ont été fondamentales, parce que là, il fallait vraiment faire de l'observation sur place et des entrevues avec, entre autres, les personnes âgées. Sinon, on n'arrive pas à vraiment évaluer l'efficacité de cette intervention-là. Un autre projet a été l'évaluation de... À l'époque, on faisait de la prévention sur les maladies transmissibles sexuellement, avec des pièces de théâtre et avec des diaporamas. Alors, on voulait évaluer l'efficacité relative d'une pièce de théâtre qui avait été élaborée, mise sur pied d'ailleurs par des étudiants du collégial, et jouée dans des polyvalentes, et comparer ça à un diaporama de 20 minutes où il y avait suivi chacun par une période de discussion de 20 à 30 minutes avec les élèves, avec les étudiants, mettons dans un amphithéâtre, une salle quelconque. Alors là, encore là, il fallait toujours se taper le volet évaluation quantitative avec des questionnaires pour mesurer les connaissances et les attitudes, amélioration des connaissances et modification d'attitudes. Et bien là, le volet qualitatif dans ce cas-là a été beaucoup moins développé. Mais bon, c'était le genre de projet dans lequel on devait essayer de travailler pour essayer de voir un peu comment les jeunes se comportent par rapport à ce qu'ils sont ouverts, réceptifs à ce genre de message, et à chacun des médiums. Et bon, dans un cas comme l'autre, ça n'a pas été, pour faire une petite histoire, ça n'a pas été vraiment probant ni concluant. C'était ni l'une ni l'autre, à fin de compte, était vraiment hyper efficace. Mais en fait, bon, bref, c'est pour donner une idée donc, pendant ces 15 années-là, bien sûr, il y avait une ouverture aux sciences sociales dans les départements de santé communautaire, mais cette ouverture-là ne garantissait pas que, comme sociologue ou comme anthropologue, si on arrivait là, que les bras étaient grands ouverts, qu'on acceptait nos façons de travailler, qu'on acceptait notre obsession de donner tout le temps la parole à la population. Ce qui, pour un épidémiologue, ça parle à un questionnaire et une banque de données informatisée. Un épidémiologue parle avec son ordinateur, avec son clavier et son écran, avec un logiciel d'analyse qui sort des tableaux. En anthropologie, on travaille plutôt à interroger des gens, recueillir des propos avec des discours, des narrations de leur épisode vécu et tout ça, des contextes. Et le problème, ça prend du temps, ça prend de la disponibilité, c'est un peu plus coûteux, c'est plus long. Et c'est pas facile donc à vendre par rapport à d'autres méthodes qui ont déjà, les méthodes quantitatives qui ont déjà une reconnaissance, non? Alors que les méthodes quantitatives, on n'en a pas. Et ces méthodes quantitatives-là, finalement, sont moins coûteuses, beaucoup plus rapides à faire. Et bon, alors il faut défendre, nous, des approches qui sont un peu plus différentes. Mais c'était ça le mandat, finalement. Sinon, quel était ton rôle, ta contribution comme anthropologue dans tout ça? Elle était un peu limitée, finalement. À côté de ces recherches évaluatives et de recherches sur les abus et négligences et tout ça, il y avait un autre domaine qui émergeait beaucoup
en santé publique à l'époque, qui était un peu nouveau, même très nouveau, qui était une préoccupation pour la santé mentale. Et en particulier la détresse psychologique, ou ce qu'on appelait le bien-être psychologique, les pensées suicidaires, mais aussi pour les facteurs sociaux comme l'isolement social, par exemple, des personnes. Étant reconnu que l'isolement social est un facteur de risque important pour toutes sortes de problèmes de santé physique et mentale. Plus une personne est isolée socialement, moins elle a de chances donc d'avoir de l'aide, du soutien psychologique et de l'aide économique et tout ça de la part de gens de son entourage, plus elle est vulnérable finalement à toutes sortes de problématiques comme telles. Alors la santé mentale émerge et il y a en santé publique, à l'époque aussi dans cette grande révolution là, de santé communautaire, à partir du début des années 1980, il y a eu une enquête qui s'appelle Enquête Santé Québec. Enquête Santé Québec, qui est une grande enquête populationnelle avec, ça pouvait être de l'ordre de 25 000 à 30 000 répondants dans cette enquête-là, des grandes enquêtes populationnelles qui étaient refaites aux 5 ans. On ramasse donc une masse de données sur, des données, il y avait des volets du questionnaire qui portaient aussi sur le tabagisme, l'activité physique, un peu la nutrition et tout ça, mais moi je m'intéresse plus au volet santé mentale et l'isolement social qui était vraiment un gros morceau dans cette enquête, une enquête d'épidémiologie nationale mais qui était faite. Alors il y a deux volets en particulier qui est donc le volet qu'on appelle la détresse psychologique, auquel on associait le bien-être psychologique, et de façon un peu limitée. On voyait quelqu'un qui a une forte détresse psychologique, bien, avait aussi théoriquement un faible bien-être. Et si on avait des échelles de mesure de la détresse, on pouvait les mettre en complémentarité avec des échelles de mesure du bien-être. Bon, les deux étant vus un peu comme des vases communicants. Si on a un fort niveau de bien-être, bien, théoriquement, on devrait avoir un faible niveau de détresse. Enfin, la réalité va montrer que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en fait, dans cette enquête-là, on va utiliser des questionnaires. On est dans une enquête épidémiologique. C'est de l'épidémiologie socio-culturelle, très ouverte à prendre en considération des facteurs sociaux, comme l'estime de soi, l'isolement social, la participation sociale, mais aussi le vécu d'événements stressants. On demande aux gens, est-ce que récemment, vous avez vécu des événements stressants ou dans l'enfance, est-ce qu'il y a des événements stressants que vous avez vécus? Décès d'un proche, chômage, perte d'un ami, enfin, etc. Et on établissait des liens, on faisait des modèles statistiques de corrélation quantitative. Quels sont les facteurs qui sont les mieux corrélés avec, mettons, des vécus d'épisodes de détresse importants. Alors, j'ai été amené dès les premières années que j'ai travaillé en santé publique à travailler à l'analyse de banques de données. Alors donc, entre autres, en 1987, il y avait une enquête Santé Québec qui avait été faite auprès de 32 000 personnes de 15 ans et plus là, au Québec. Et il y avait tout un volet qui portait sur la santé mentale. Et je faisais partie d'une équipe qui analysait cette banque de données-là. Là, évidemment, on est dans les analyses statistiques. Là, vraiment, on est dans la statistique pure. Mais tout de même, c'était intéressant. Je suis allé me chercher une formation complémentaire en biostatistique parce que là, c'était fondamental. Je ne pouvais pas faire ce travail-là sinon. Mais là, je prenais conscience aussi des limites de ces analyses. Des avantages que ça peut avoir, parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'utilisation d'échelles de mesure comme ça, avec des indicateurs quantifiés, peuvent être utiles dans une phase préliminaire, exploratoire, pour comprendre quels sont peut-être les grands facteurs explicatifs de, par exemple, d'épisodes d'hospitalisation, de consommation de médicaments psychotropes, par exemple, etc. Mais là, on utilisait dans cette enquête-là une échelle de mesure, je parle simplement pour le volet détresse psychologique, qui s'appelait le Psychiatric Distress Symptom, Psychiatric Symptom Index, pour être plus précis. Un outil élaboré au début des années 1970 aux États-Unis, en Arkansas, à Little Rock en Arkansas, un épidémiologue qui avait testé ça. Alors, il était parti lui-même d'enquêtes qui avaient été faites avant, dans les années 60, les années 50, ça remontait jusqu'à la guerre, la Deuxième Guerre, où des psychiatres avaient fait des listes de symptômes de gens qui avaient des épisodes dépressifs, anxieux et tout ça. Et lui, donc, il reprenait ces symptômes cliniques-là, il les mettait dans une échelle de mesure, et là, il demandait aux gens, dans ce questionnaire-là, on avait, bon, par exemple, est-ce que dans les 2 dernières semaines, vous vous êtes senti
déprimé, isolé, anxieux, tu vois, comme ça, avec une échelle donc de 1 à 5, très fréquemment à très peu fréquemment. Et là, on avait donc un score quantifié. Si je me souviens, le Psychiatric Symptom Index, je pense qu'il y avait 24 ou 28 items, quelque chose comme ça. Moi, je regardais ces items-là, puis je me disais, mais là, comme anthropologue, ça bug. Avez-vous perdu, dans les 2 dernières semaines, avez-vous perdu de l'intérêt à votre vie sexuelle? Moi, spontanément, le réflexe que j'ai, oui, mais si tu as 18 ans versus si tu as 78 ans, la question n'a pas la même signification. Avez-vous perdu intérêt à la vie? Fréquemment, très peu fréquemment. C'est qu'est-ce que ça veut dire, intérêt dans la vie? Quand la personne me répond qu'elle a vraiment perdu intérêt dans sa vie, c'est à quoi qu'elle réfère? Est-ce que c'est sa vie professionnelle, sa vie personnelle, etc.? Donc, le score à cette échelle-là nous renseigne exactement sur quoi? Alors, évidemment, anthropologue, mais chiant un peu pour plusieurs de mes collègues épidémiologues, lorsqu'on publie les données de cette enquête-là, je fais des commentaires en disant, écoutez, je pense que cette échelle-là, d'abord, elle a 2 problèmes. Elle est d'abord basée sur une série de symptômes observés chez des cas cliniques, suivis par des psychiatres. Or, nous, on fait une enquête populationnelle. On interroge 35 000 personnes hors institution, pas hospitalisées, ni dans les hôpitaux psychiatriques. On est en population générale. Est-ce que c'est les symptômes chez des gens qui sont des cas plus sévères, suivis par exemple en psychiatrie, est-ce que c'est les mêmes symptômes, les mêmes manifestations qu'on observerait dans une population générale? Et deuxièmement, ce sont les symptômes. Là, eux, ils avaient fait une validation de cette échelle-là, parce que les épidémiologues ne jugent que par des échelles validées. Alors, elles avaient été validées, c'est-à-dire on avait fait passer une liste de 80 quelques symptômes, un échantillon de 1000 quelques personnes de Little Rock en Arkansas, et qui avait rempli ça. Et là, on avait retiré, donc suite aux résultats, on avait retiré les items qui corrélaient presque à 100%, c'est-à-dire 2 items qui faisaient double emploi. Certains items qui, au contraire, étaient complètement dans le champ. Lorsque les gens avaient des scores élevés de détresse psychologique, ils scoraient très fort à un item qui faisait pas sens. Exemple, avoir des pensées suicidaires. Quelqu'un avait un très grand niveau de bien-être, mais il avait des pensées suicidaires. Donc, on s'est dit, bon, ça ne va pas. Alors, on éliminait des items comme ça. Mais à la limite, ça ne nous dit rien sur la façon dont les Américains de Little Rock en Arkansas concevaient l'équilibre psychologique, la bonne santé mentale, c'est quoi? Alors, moi, je propose aux gens, évidemment, et là, on me répond encore, écoute, Massé, si tu es si fin que ça, élabore-en une échelle de mesure. Parce que là, on est dans des enquêtes épidémiologiques populationnelles, 30-35 000 répondants. On ne peut pas faire 35 000 entrevues en profondeur, on s'entend bien, là. Alors donc, ça prend des échelles de mesure qu'on peut passer 5-10 minutes, là, parce que c'est un questionnaire où il y a des dizaines d'échelles. Et évidemment, il faut se limiter à 1 heure et quart d'entrevue, sinon, on n'y arrive pas à passer à travers ces volets-là. Donc, je propose un projet de recherche en 2 volets encore, parce que s'il n'y a pas un volet quantitatif, ça ne peut pas fonctionner. Alors, je propose un volet ethnosémantique, mais là, très anthropologique comme approche. On décide de travailler avec un échantillon de peut-être 200 personnes, qui est quand même assez conséquent. Population, gens sélectionnés au hasard dans la région de Montréal, francophones par exemple, et de 15 ans et plus. Et on rencontre ces gens-là, entrevue en profondeur, entre 1 heure et 2 heures d'entrevue avec les gens. Et là, on leur demande, par exemple, OK, là, on va essayer de voir avec vous, est-ce qu'une fois dans votre vie, à un moment donné dans votre vie, vous avez vécu un épisode, puis là, on ne veut pas trop parler du concept de détresse psychologique, un épisode où vous étiez psychologiquement moins à l'aise, où ça allait moins bien, vous trouviez que votre santé mentale était un peu moins bonne, etc., etc. Et là, les gens disent, oui, à un moment donné, là, j'ai eu un down, là, comme les Québécois vont dire. Et là, on dit aux gens, OK, pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé? Comment ça s'est vécu? Et là, on laissait les gens parler, on faisait les gens parler. Comment c'est arrivé, puis comment vous avez vécu ça? Oui, bien, comment ça se manifestait, au plan physique, au plan cognitif, etc. On prenait des termes populaires, mais on essayait d'amener les gens à discuter. Donc, on avait un récit
vécu d'épisodes de détresse que les gens nous racontaient, qui a pu être vécu dans les semaines précédentes, mais parfois quelques années avant. Ensuite, on demandait aux gens, avez-vous vécu un moment dans votre vie où vous étiez particulièrement high, au plan santé mentale, vous vous sentiez vraiment là, très bien dans votre peau, puis très bien dans votre tête, et tout ça, ça allait bien, bon. Racontez-nous en détail comment ça s'est passé, comment ça se manifestait et tout. Et là, donc, on a constitué une immense banque, parce que là, il faut voir qu'avec 200 répondants, avec peut-être 20 à 30 pages de texte que les gens nous donnaient, là, il fallait tout codifier ça, informatiser tout ça, analyser tout ça. Et on a créé donc 2 banques de ce qu'on a appelé des manifestations de détresse psychologique et des manifestations de bien-être psychologique. On a voulu évacuer le concept de symptômes pour ne pas médicaliser la chose. Parce qu'on voulait que ce soit en dehors carrément des symptômes. Puis toujours dans une population générale, là, pas une population psychiatrisée. Là. Et là, on a réduit ces symptômes-là à 2 listes un peu plus courtes, de 46 et de 48 symptômes. Et là, évidemment, embarquait une deuxième phase quantitative. Parce que là, pour vendre cette échelle de mesure-là, d'abord 46 items, c'est trop. Hein? On avait réduit par des analyses de contenu puis des débats qu'on faisait en équipe là, sur des redondances et tout ça. Mais à un moment donné, il fallait passer le test. Donc, on avait une subvention de recherche. Là, pour passer les questionnaires auprès de 400 répondants, un échantillon aléatoire de 400 répondants, ils passaient les 2 échelles plus quelques questions connexes aussi qu'on avait intégrées dans l'enquête. Et là, par des analyses quantitatives, des analyses factorielles, par exemple, et des analyses de régression logistique, de corrélation entre les scores à la détresse, par exemple, certains items avec la consommation de médicaments ou toutes sortes de problèmes, on est arrivé à élaborer finalement 2 échelles. Une version longue de 40 quelques items pour chacun des 2 échelles et une version courte de 23 et de 25 items. Ces enquêtes-là, ces échelles-là ont été utilisées par la suite dans l'échelle de détresse, dans une enquête québécoise, nationale, provinciale, et l'échelle de mesure du bien-être psychologique a été utilisée dans une enquête canadienne sur la santé des populations. Et évidemment, contrairement, là je pourrais faire un petit commentaire, contrairement à certains collègues psychologues sociaux, par exemple, qui se spécialisent dans l'élaboration de ces échelles-là, souvent, ils vont vendre ces échelles-là. Ce sont des échelles qui sont vendues, même si les recherches sont financées avec des fonds publics. Alors que nous, évidemment, on a rendu ces échelles-là gratuitement disponibles. Et même notre subvention nous avait permis de faire une validation en anglais avec traduction et rétro-traduction des items, valider ces échelles-là qui étaient en français pour les valider en anglais. Et il y a maintenant, on a publié ça il y a plus de 20 ans, et je pense que j'ai dû recevoir au moins plus de 200 demandes d'utilisation de ces échelles-là de partout à travers la planète. Là. C'est vraiment, d'autant plus qu'elles sont gratuites. Elles sont extrêmement attirantes. On a publié, mais vraiment là, dans des revues d'épidémiologie, on a vraiment fait un travail, mais vraiment conforme, puriste sur l'élaboration de ces échelles-là, qui ont ensuite donc vraiment été utilisées ici dans les enquêtes nationales et dans plein de projets de recherche aussi, là, pas des enquêtes nationales, mais des projets de recherche plus courts, et abondamment aussi, beaucoup en Europe, là, comme tel. Alors, là, il y a donc un créneau qui est là. Encore là, comme anthropologue, dans un milieu pluridisciplinaire, où les méthodes qualitatives ne sont pas nécessairement gagnées d'avance, là encore, il faut se battre. Mais en étant à mesure, à ce moment-là, autant de maîtriser, mais vraiment parfaitement, des méthodes quantitatives, là, bon, et de connaître évidemment les analyses statistiques qu'on va utiliser par la suite. Mais on avait des consultants biostatisticiens qui nous aidaient évidemment à nous guider un peu là-dedans. Et, mais en même temps aussi les méthodes qualitatives, et voir qu'est-ce qu'on fait avec un matériel, je ne sais pas moi, de 8-10 000 pages de travaux, de verbatim. On fait quoi pour faire ressortir ce matériel-là sans dénaturer les propos des gens, là, tout en respectant la philosophie, le sens que les Québécois mettaient derrière chacun de ces items-là, finalement, qu'on avait mis en français en utilisant le plus possible là, le langage populaire. C'est vraiment le langage tel que les gens l'exprimaient. Ouais. Oui, vraiment, je me sentais tout le temps irritable. Genre, on essayait de formuler ça un peu quand même dans un français, mais on gardait toujours une saine distance entre la reformulation et la formulation initiale telle qu'elle était là, donnée
dans le matériel qu'on avait. Alors, bon, bref, donc il y a une combinaison ici, là, tout un effort qui a été fait de combinaison des méthodes qualitatives et quantitatives et du travail transdisciplinaire, avec cette fois-là des épidémiologues, des psychiatres aussi, beaucoup qui étaient impliqués dans cette chose-là. Mais je n'étais pas le seul au Québec. Hein. Dans un article que j'avais fait dans le bouquin de Francine Saillant et de Serge Genet sur l'anthropologie médicale là, à travers un peu le monde, le chapitre sur l'anthropologie médicale du Québec, je montrais que c'était une des tendances, des forces de l'anthropologie médicale québécoise dans les 30 dernières années. La plupart des chercheurs marquants dans ce domaine-là au Québec ont toujours, tout le monde a peut-être travaillé avec des méthodes quantitatives et qualitatives en combinatoire. Ce qui a toujours favorisé finalement le discours interdisciplinaire et qui, bon, a aidé beaucoup évidemment donc, à la recherche, à l'obtention aussi de subventions de recherche dans un domaine où, si on n'y va qu'avec des méthodes qualitatives, bon, ça peut être un peu compliqué, là, un peu invalidant. Alors, il y a une anthropologie médicale au Québec qui s'est développée beaucoup dans ce souci de complémentarité-là. Et voilà. Alors ça, c'est tout le bilan finalement pendant ces années de 1983. Bon, en 1994, j'arrive au département d'anthropologie à l'Université Laval, mais le projet sur l'élaboration d'outils de mesure en santé mentale, c'est un projet qui va durer près de 4 ans et il va finalement se terminer seulement qu'en 97-98 avant qu'on finisse les dernières publications. Alors là, j'avais déjà commencé à enseigner comme chargé de cours, moi, en 1979 à l'Université de Montréal. Et avant de devenir prof, plein temps, au département d'anthropologie à l'Université Laval, en 1994, de 1979 à 1994, j'avais donné 50 charges de cours à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec, en sociologie de la santé, anthropologie de la santé, anthropologie de la famille, anthropologie de la mort, anthropologie de toutes sortes de choses. Alors, j'avais du matériel, mais des notes comme telles, plus évidemment l'expérience de 12 ans que j'avais de l'intérieur de la santé publique. Et c'est là que j'en suis arrivé à l'idée peut-être de publier un bouquin synthèse de tout ça, qui était le bouquin Culture et santé publique, là, qui faisait un peu un bilan des contributions de l'anthropologie à l'épidémiologie, mais aussi à la prévention et à la promotion de la santé. Alors, autant les problématiques de santé sociale que santé mentale, que santé physique, c'est de voir un peu, d'avoir un historique des contributions des anthropologues à la santé publique internationale aussi, mais en mettant aussi un peu l'accent, puis en comptant un peu, en misant sur l'expérience que j'avais moi-même eue de l'intérieur de la santé publique, pour essayer de voir justement toutes ces pistes de collaboration. Et la complémentarité entre l'anthropologie et l'épidémiologie, elle est beaucoup plus grande qu'on peut penser. Les méthodes diffèrent, mais autant les anthropologues que les épidémiologues ont un souci pour une approche plus globale des choses. Les épidémiologues, surtout en épidémiologie socio-culturelle, s'intéressent aux autres aussi à l'impact des facteurs sociaux, le chômage, les épisodes de vie stressants, l'isolement social, l'intégration sociale. C'est des problématiques qu'ils vont tenter d'intégrer, bon, avec des échelles de mesure et des méthodes quantitatives qui, pour nous, sont limitées, extrêmement frustrantes. Hein, et bon, ça manque un peu de chair, c'est bien clair, mais le souci y est commun. Donc, il y a une piste de collaboration, un espace de discours là, qui est ouvert, ayant des préoccupations communes pour cette approche globale-là, évidemment, ça facilitait les dialogues interdisciplinaires. Donc, c'est comme ça que j'en arrive donc à faire cette transition-là. Et le livre va sortir finalement au moment où j'entre à l'Université Laval. Le livre, quand j'arrive en septembre 1994 à l'Université Laval, le livre est déjà écrit, quoi, il va être publié quelques mois plus tard, mais le livre est déjà là. Et là, évidemment, on va passer à une autre étape de la carrière par la suite, là.